8h10 à l'horloge de la matinale RCF. Ce mardi 12 novembre, notre grande invitée est l'auteur d'un livre puissant et bouleversant, témoignage des obstacles qu'elle et sa famille ont dû franchir pour que leur fils aîné, gravement handicapé, puisse mener la scolarité à laquelle il avait le droit. Isabelle Mordant, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Cerf ce très beau livre, je l'ai dit, Mystère de la fragilité. Votre fils aîné, Thomas, a aujourd'hui 21 ans. Il termine sa thèse de mathématiques. Nous aurions aimé le recevoir à votre place, mais cela aurait été un peu compliqué. Expliquez-nous comment Thomas doit se déplacer. Alors Thomas est atteint d'une forme très sévère de la maladie des os de verre et donc il est en fauteuil roulant électrique, en position semi-allongée, maintenu par un corset. Tous les trajets sont effectivement très compliqués à organiser. Il ne peut se déplacer qu'en voiture, il n'y a pas moyen de le transporter en transport en commun. Et puis tous les accès évidemment aux locaux sont compliqués. Avant de commencer, on regardait, je ne sais pas si le fauteuil aurait pu rentrer près des micros dans le studio. Je n'en suis pas certaine effectivement. Votre fils vit donc quasiment alité, il ne peut marcher, ni même écrire ou se nourrir normalement. Oui, il est intellectuellement on va voir, et moralement totalement indépendant, voilà. Mais effectivement sur le plan physique, il est entièrement dépendant. Il faut faire à sa place tous les gestes de la vie quotidienne. Donc effectivement, le nourrir, le porter, l'habiller, le laver, l'assister. Pourtant, et votre livre commence par là, en juin 2015, votre fils, au bout d'un parcours scolaire ultra compliqué, est admis à l'école normale sup. Il a à peine 16 ans. À peine 17 ans. Et vous le racontez, arriver à normal sup sera finalement presque plus simple que d'entrer en 6e. À normal sup, il devient enfin un élève comme les autres ? Oui, alors mon livre effectivement s'arrête à cette période-là. Commence et s'arrête, mais enfin ne raconte pas d'événements postérieurs à cette période de son entrée à Normal Sup. Mais je peux confirmer que depuis qu'il est rentré à Normal Sup, il est enfin, et il fallait en arriver là, considéré comme un étudiant comme les autres. Et il est apprécié pour ses qualités en mathématiques, pour ses compétences, pour ses capacités. Et son fauteuil roulant et son handicap d'une manière générale sont évidemment pris en compte. Mais ça n'est pas un élément déterminant de sa personne et de sa scolarité. Ce n'est plus le pauvre petit handicapé. Plus du tout, à aucun moment. Ils ne sont pris en compte que pour trouver des solutions, mais il n'y a aucun regard apitoyé et misérabiliste sur lui. Isabelle Mordant, on va remonter dans le temps, mais très vite après la naissance, vous allez avoir le sentiment que quelque chose ne va pas, que votre enfant est en souffrance. Racontez-nous. Alors Thomas, c'était un bébé qui pleurait beaucoup. Alors, tous les bébés pleurent et moi, c'était mon fils aîné. Donc, quand je disais aux médecins ou à des amis ou à des connaissances que je trouvais qu'il pleurait beaucoup, on m'a souvent répondu que c'était normal et que j'avais pas de raison de m'inquiéter. En réalité, j'ai eu un deuxième enfant ensuite qui pleurait comme tous les bébés et a posteriori, je suis absolument certaine que les pleurs de Thomas n'étaient pas des pleurs normaux d'un bébé de son âge, mais c'était réellement des pleurs de souffrance. Mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à me faire entendre du corps médical. Et voilà, et très vite, en fait, vous allez vous heurter à l'institution médicale qui connaît mal la pathologie dont souffre votre fils et qui refuse de mettre des mots sur ce que Thomas endure et préfère vous accuser de maltraitance. Oui, alors en fait, sur un tout petit bébé, on ne peut pas très facilement diagnostiquer des fractures. Certaines ont été diagnostiquées, mais pas toutes, puisqu'en fait, Thomas, à cet âge-là, avait déjà des fractures. Il se fait des fractures de manière spontanée, du fait de sa maladie. Et devant ces petite fracture, pas très facile à identifier, les médecins ont préféré penser, ont émis l'hypothèse la plus vraisemblable statistiquement, qui était que c'était mon mari ou moi qui maltraitions Thomas. Ils n'ont pas envisagé dans un premier temps, ni même d'ailleurs dans un second, il a fallu beaucoup de temps pour que les médecins acceptent de considérer l'hypothèse d'une maladie. Et alors, vous allez en rester profondément méfiante par rapport au corps médical ? Oui, parce que les accusations dont mon mari et moi, et tout particulièrement moi, avons fait l'objet, ont duré plus de 6 mois. 6 mois pendant lesquels on aurait pu, en fait, si les médecins avaient une certaine honnêteté intellectuelle, quitte éventuellement à demander l'avis de confrères plus spécialisés, on aurait pu faire un diagnostic. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été trahie par ces médecins qui ne cherchaient pas la vraie maladie de Thomas. Il se trouve que quand on a finalement eu un diagnostic, j'étais enceinte d'un deuxième enfant, donc j'ai eu peur pour ce deuxième enfant qu'il puisse être atteint aussi de la même maladie. Oui, je suis restée méfiante et sur la réserve.
convaincue par mon expérience que le premier diagnostic d'un médecin n'est pas forcément le bon. Avec du recul, vous savez désormais que vous n'êtes pas la seule dans cette situation et que tous les parents d'enfants qui souffrent de cette maladie ont vécu ces mêmes accusations? Alors peut-être pas tous, mais effectivement, c'est extrêmement répandu dans cette maladie-là. En fait, les rares cas où les parents ne sont pas accusés, c'est quand un des parents est lui-même porteur de la maladie, auquel cas le diagnostic est fait de manière beaucoup plus rapide. Mais effectivement, c'est extrêmement répandu dans cette pathologie. Mais c'est une pathologie rare, donc je ne pouvais pas le savoir à l'époque. Alors heureusement, tous les médecins, tout le personnel soignant ne vont pas être hostiles comme ça. Heureusement. Et vous allez soigner sur votre route quelques soignants hors du commun. Oui. Alors effectivement, il ne faut pas en rester sur ces mauvaises impressions. Ce que je voulais dire, c'est que je reste méfiante au premier abord. Mais effectivement, Thomas a eu la chance, dans son parcours médical, de rencontrer quelques médecins qui sont des gens extraordinaires, d'une profonde humanité, et des médecins qui soignent une personne et non pas une maladie. Voilà, qui prennent Thomas en compte dans la globalité de sa personne. Alors, Isabelle Mordant, à 3 ans, vous allez découvrir que votre enfant a des compétences intellectuelles hors du commun et qu'il faut absolument qu'il soit scolarisé. Compétences intellectuelles hors du commun, à 3 ans, ça se passe comment, ça? En fait, j'ai découvert tout à fait par hasard, parce que je ne le lui avais pas du tout appris, qu'il savait lire. Et à 3 ans et demi, Thomas lisait couramment. Il lisait des petits livres, des j'aime lire, enfin ce genre de choses. Couramment, il était capable de raconter, donc il comprenait tout ce qu'il lisait, il était capable de tout raconter. Et effectivement, j'étais très fière, bien sûr, mais surtout très contente, parce que c'était un petit garçon qui pouvait à peine bouger, qui pouvait pas jouer dehors, qui pouvait difficilement jouer avec des petits camarades, parce que tout était dangereux pour lui. Et par la lecture et par son intelligence et par c'est tout un monde qui s'ouvrait à lui. Exactement, c'est un univers dans lequel il ne rencontrait plus les limites qu'il rencontre dans l'univers physique. Alors là, vous vous dites, il faut qu'il aille à l'école. Oui. Alors là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous l'avez dit? Mais pour moi, c'était une évidence qu'il devait aller à l'école. Il était tout à fait intelligent. Le reste, c'est un détail. Alors évidemment, l'institution scolaire n'a pas pris les choses exactement sous le même angle et a considéré alors le fauteuil d'abord et surtout la fragilité de Thomas, c'était un obstacle à sa scolarisation. Alors on n'aura certainement pas le temps de raconter toute sa scolarité, mais il a été à chaque étape de sa scolarité, donc l'entrée à l'école maternelle, l'entrée en primaire s'est fait de manière à peu près continue, mais l'entrée au collège, j'ai dû démarcher un grand nombre d'établissements à chaque fois, démarcher moi-même un grand nombre d'établissements à chaque fois pour trouver un établissement qui accueille Thomas. La loi sur l'inclusion scolaire, ça marchait pas quand même jusqu'à votre enfant, c'est ça? Alors, j'ai envie de dire la loi sur l'inclusion scolaire, c'est mieux que sans la loi, parce que la première entrée scolaire de Thomas, c'était avant la loi 2005. Évidemment, vous avez senti qu'il y a eu un changement quand même? Il y a eu un changement parce que d'un seul coup, l'entrée à l'école ou la scolarisation des enfants devenait un droit. Et c'était plus une aumône qu'on sollicitait bien humblement auprès de l'administration. Il y a eu un changement après la mise en œuvre, la pratique est encore très très chaotique. Enfin, était encore très chaotique à l'époque où Thomas était scolarisé. Ce qui pose problème, c'est l'accessibilité des établissements scolaires déjà? Alors évidemment l'accessibilité dans le cas d'un enfant en fauteuil. Ça, quand l'établissement n'est pas accessible, c'est rédhibitoire, on n'y peut rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas lieu d'en vouloir à la terre entière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il faut bien le reconnaître, même si c'est difficile. Il y a de la mauvaise volonté, une forme de mauvaise volonté de la part de certaines personnes, pas de toutes, bien sûr. Et je rends un hommage appuyé à tous les établissements scolaires qui ont accueilli Thomas et qui l'ont fait dans des conditions extraordinaires. Voilà. Mais il a fallu les trouver. Isabelle Mordant, dans votre livre, il y a quand même un problème que vous soulevez, c'est la question du recrutement des AVS. Oui. Donc, c'est les auxiliaires de vie scolaire, ces jeunes gens, souvent, ou moins jeunes, qui accompagnent les enfants porteurs d'un handicap et qui les aident à suivre une scolarité. Vous avez eu tout et n'importe quoi. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, alors heureusement que ceux qui sont restés finalement auprès de Thomas ont été des gens très dévoués et très, très, très engagés pour le service qu'il rendait à Thomas. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un problème de recrutement. Il n'y a pas de formation? Il n'y a aucune formation. Ce sont des emplois précaires qui ne sont pas appelés à être durables et donc qui sont extrêmement mal payés, il faut le dire aussi. Et puis surtout, j'ai l'impression on recrute des auxiliaires de vie scolaire indépendamment des enfants qu'on intègre à l'école. Donc en fait, on recrute des gens pour assurer des heures auprès d'un enfant sans tenir compte du besoin
besoins individuel de l'enfant. Or, chaque enfant handicapé a des besoins. Thomas, en particulier, ne pouvait plus écrire. Il avait besoin qu'on écrive à sa place, sous sa dictée. Imaginez en classe préparatoire scientifique, en mathématiques, en physique, en informatique, il faut quand même quelqu'un qui connaisse ces disciplines. Et c'est pas du tout ce qu'on attend d'eux quand on les recrute. Donc, je pense qu'il faudrait que chaque auxiliaire de vie soit recruté pour répondre à un besoin bien spécifique qui n'est pas simplement d'assurer un nombre d'heures. Et parfois on frôle même l'absurde, puisqu'en classe prépa, on vous avait proposé quelqu'un qui marche avec des cannes, donc pour pousser le fauteuil, on imagine avec difficulté, et qui était sourd. Et qui en plus était malentendant. Voilà. Et ce quelqu'un avait été recruté par téléphone, personne ne l'avait vu, donc personne ne savait qu'il avait des cannes. Je suppose que la question de l'audition, il avait réussi à faire passer ça. Ça s'était pas vu, entendu à l'entretien téléphonique. Sans doute qu'il avait un appareil, je sais pas. Toujours est-il que effectivement le recrutement me semble un peu hasardeux. Isabelle Mordan, qu'est-ce qui selon vous a permis à votre fils Thomas de réussir aussi brillamment ? Alors Thomas, c'est un enfant qui est très intelligent, on l'a dit. C'est surtout, aujourd'hui c'est plus un enfant, c'est un jeune homme, mais c'était un enfant très intelligent c'est quelqu'un qui est très courageux et très volontaire. C'est quelqu'un qui, il l'a dit récemment, et donc je vais reprendre ses termes, il tient compte de son handicap, il est bien obligé d'en tenir compte, mais il ne se définit pas par son handicap. Son handicap ne change pas la perception qu'il a de lui-même. Et lui, il se voit comme quelqu'un qui est bon en maths, qui a des capacités dans ce domaine, qui a peut-être la possibilité de faire avancer la science dans ce domaine, qui a aussi des talents pour enseigner, pour transmettre, et il voit absolument pas pourquoi ce serait pas possible, dans la mesure où toutes les contraintes techniques, pratiques, matérielles liées à son handicap trouve des solutions, il voit pas pourquoi il n'aurait pas sa place dans la société. Il n'a jamais eu de colère ni de révolte ? Très rarement. Alors, jamais à propos de son handicap, ça lui est arrivé de manière très rare d'avoir des moments de colère au moment de fractures très, très, très importantes, très douloureuses, où il se disait là, encore une, voilà. Mais c'est des choses qui surmontent très, très vite. C'est quelqu'un qui va de l'avant, en fait, qui s'arrête pas sur les difficultés. Et vous, la colère, la révolte, l'injustice un peu plus ? Moi, oui, plus. Humblement, je dois le reconnaître, plus que lui. Quand il était petit, j'ai eu du mal à accepter que mon enfant soit handicapé. C'est quelque chose que d'ailleurs je ne comprends toujours pas. J'ai eu des moments de révolte parce que c'est quelque chose qui est profondément injuste, comme vous dites. Pourquoi est-ce qu'un enfant est malade et pas un autre ? Et pourquoi un enfant, alors qu'un enfant c'est complètement innocent ? Pourquoi est-ce qu'un enfant souffre ? Pourquoi est-ce qu'un enfant souffre comme Thomas a souffert et souffre, et d'autres enfants souffrent aussi ? C'est une injustice qui m'a révoltée, et il m'a fallu un long cheminement et un travail sur moi-même pour accepter humblement de ne pas comprendre pourquoi cette injustice existe. Quand on vous lit, on a le sentiment que la réussite, puisqu'on peut parler de réussite, pour Thomas, chercheur en mathématiques à Normal Sup, c'est aussi une aventure familiale et collective. Alors c'est vrai, j'ai cette chance que mon mari et que mon couple, mon mariage ait résisté à cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve d'avoir un enfant aussi lourdement handicapé et qui souffre autant. Et je m'en serais pas. La réussite de Thomas, elle a beaucoup reposé sur l'accompagnement que je lui ai apporté tout au long de son enfance. Mais je ne m'en serais pas sortie s'il n'y avait pas eu mon mari et mon deuxième fils qui a contribué à l'équilibre et à la joie de la famille. Et puis la famille au sens large, la relation, les amis. Et effectivement, on s'en sort pas tout seul. Les grands-parents étaient très importants. Les grands-parents. Vous dites la joie dans la famille ? Vous êtes une famille joyeuse malgré son handicap ? Oui, ça peut paraître surprenant et je vous invite à venir voir, mais c'est pas une idée dans ma tête, c'est pas une manière pour moi de me consoler, c'est une réalité. Thomas, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un qui est très souriant, qui plaisante, qui rit, qui pratique l'autodérision et l'humour de manière parfois même un peu surprenante. Mais c'est quelqu'un qui aime la vie, qui est joyeux, qui est heureux de vivre, et cette joie de vivre, alors qu'il souffre tant, c'est quelque chose qui communique à tout son entourage. Vous dites que votre fils, dans votre livre, vous dites qu'il est croyant, qu'il a développé une importante vie intérieure. Oui. Ça aussi, ça l'a aidé ou ça vous a aidé ?
C'est vrai, et ça a été pour moi une leçon et même peut-être un chemin de conversion. Parce que la révolte que j'évoquais tout à l'heure, la mienne, devant cette souffrance qui est incompréhensible, qui est un scandale, je l'ai jamais perçue chez Thomas. Peut-être à certains instants, mais d'une manière générale, Thomas, dans sa foi, il ne questionne pas le Seigneur, il ne lui demande pas pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que je souffre. Il est, pour ce qui est de son sort à lui, dans un abandon et dans une confiance qui sont vraiment une leçon édifiante. Et dans sa prière, c'est toujours pour demander quelque chose pour les autres. Il pense aux autres, en fait, il s'inquiète des autres, de ses parents, de ses amis, de toutes les intentions de prière qu'on lui confie et qui sont innombrables. Et oui, c'est une leçon, ça, de tourner sa prière vers les autres et pas vers soi. Isabelle Mordant, si vous aviez un conseil à donner à des parents qui auraient un enfant porteur d'un si grave handicap, que serait-il ? J'aurais envie de leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bien sûr, un handicap qui arrive dans une famille, c'est un bouleversement. Bien sûr, la vie après l'arrivée du handicap n'est pas celle d'avant. Elle n'est pas non plus celle qu'on peut rêver, et dont on est en droit de rêver d'ailleurs, mais elle est très belle aussi. Merci beaucoup Isabelle Mordant pour votre témoignage. Ce livre, Un mystère de la fragilité, c'est aux éditions du Cerf. Et puis il y a aussi une préface de Cédric Villani qui avait une longue conversation avec votre fils. On lit ça dans votre livre. Merci beaucoup. Merci à vous.